Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons continuer sur le paradoxe des jumeaux en voyant l'explication dite Doppler qui est parfois appréciée de certains. Nous considérons donc Albert et Bernard qui s'éloigne se rapproche de A et les deux s'échangent des signaux ou s'observent. Mais pour faire des mesures, on peut imaginer qu'ils échangent des signaux à une fréquence précise. Par exemple, chacun émet un train d'onde d'impulsion, un train d'impulsion vers l'autre, impulsions qui sont calées sur leurs horloges, ce qui permet ainsi à l'autre une lecture directe de l'horloge de son frère. Lorsque Bernard s'éloigne de Albert, il y a un décalage vers le rouge et la fréquence perçue par Bernard et Albert est plus petite. À l'inverse, quand B se rapproche, il y a un décalage vers le bleu, la fréquence perçue est plus grande. Notons que ce n'est pas la dilatation du temps. C'est un effet apparent du fait de la vitesse finie du signal qui est utilisé, on l'aurait aussi avec le son, et est dû au mouvement par rapport à l'onde sonore ou à l'onde lumineuse. Donc ce n'est pas la dilatation du temps, et cet effet est observé en physique classique. Lorsque Bernard fait demi-tour, le signal qu'il émet vers A change de sens, enfin plutôt il va toujours vers A, mais il est émis par une source qui se rapproche, mais il faut le temps que le signal arrive jusqu'à Albert. Et donc, Albert va voir le décalage vers le bleu après un certain temps, le temps que le signal lui parvienne. Tandis que Bernard, lui, lorsqu'il fait demi-tour, il change directement de sens, de vitesse par rapport au train d'onde qu'il reçoit, et donc pour lui, le changement de décalage vers le bleu est immédiat. Ce qui veut dire que pour A, la réception du signal décalé vers le rouge dure plus longtemps, proportionnellement à la partie décalée vers le bleu, tandis que donc Albert observe un décalage vers le rouge plus long qu'un décalage vers le bleu, parce que le passage de l'un à l'autre dépend, au moment du demi-tour, dépend du temps d'arrivée du signal. Tandis que pour Bernard, la période de décalage vers le rouge, la période de décalage vers le bleu sont identiques. Si on compte le nombre d'impulsions qu'ils reçoivent, ça veut dire que Albert va recevoir un nombre d'impulsions plus faible, plus petit. Et comme c'est calé sur l'horloge de Bernard, il va donc constater que le temps écoulé pour Bernard est plus petit et Bernard revient plus jeune. Donc cette explication semble tout expliquer. Elle est simple, elle est physique, mais en réalité elle est trompeuse. C'est pour ça, moi, que je ne l'aime pas. Elle est trompeuse parce que l'effet Doppler existe en physique classique. Et tout ce que j'ai expliqué devrait être vrai en physique classique. Or, en physique classique, il n'y a pas d'effet relativiste et pas de différence d'âge lorsque les deux frères se rejoignent. Alors, où est l'anomalie dans le raisonnement? En réalité, en physique classique, le décalage vers le rouge ou vers le bleu dépend du fait que c'est la source ou le récepteur qui est en mouvement. On n'est pas en relativité, là. Et si on raisonne avec les fronts d'onde que nous avions vus pour l'effet Doppler, étant donné qu'il n'y a pas de milieu de transmission d'éther ou d'air pour le son, dans le cas de la lumière, pour la longueur d'onde, les raisonnements sont symétriques et on doit avoir des décalages vers le rouge et vers le bleu qui ne dépendent pas du fait que c'est la source ou le récepteur qui soit en mouvement. Oui, mais la fréquence dépend de la longueur d'onde et de la vitesse du signal. Or, la vitesse de la lumière en physique classique, non relativiste, doit être
non-invariant, c'est la transformation de Galilée. Et donc, il y a une différence dans les fréquences. Et cette différence suffit à combler la différence que nous venons d'expliquer, qui explique qu'en fait, en physique classique, ils ont le même âge quand ils se retrouvent. C'est donc plus subtil qu'il n'y paraît. En relativité, là, c'est totalement symétrique. Le décalage vers le rouge et vers le bleu dépend de la vitesse relative et pas du fait que ce serait l'un ou l'autre qui serait en mouvement. Et donc là, le raisonnement marche à la perfection et implique une différence d'âge. N'oublions pas que la différence entre le Doppler classique et le Doppler relativiste, c'est le facteur gamma. On rappelait, on pouvait le simplifier dans les relations, comme pour les petites vitesses. J'avais expliqué ça. Et donc cette différence, la différence entre les deux, ce n'est rien d'autre que la dilatation du temps, qui elle aussi provoque une diminution du rythme du train d'onde que l'on perçoit. Et donc, en fait, c'est bien la dilatation du temps qui, en définitive, explique le phénomène. Même si ça paraît plus physique avec l'effet Doppler. Donc le raisonnement avec Doppler est assez parlant, mais il nécessite quand même quelques explications, comme celle que je viens de vous donner. Il est donc un peu dangereux quand même. Si on ne fait pas attention, ou si on ne fait pas les calculs détaillés, en utilisant les formules de l'effet Doppler classique et ou relativiste, avec les calculs détaillés, ça va, mais c'est tout de suite moins intuitif quand on doit faire des tas de calculs. L'explication Doppler, par contre, a un avantage patent, c'est qu'il montre bien cette fameuse asymétrie, le fait que Bernard ne soit pas dans un référentiel inertiel. On voit très bien l'asymétrie, puisque pour Albert, il y a un délai pour constater le demi-tour, le décalage vers le bleu, alors que pour Bernard, cet effet est immédiat dès qu'il fait demi-tour. Donc on voit bien cette asymétrie. Alors justement, ne peut-on pas considérer une situation où les jumeaux seraient symétriques? Mais oui, bien entendu. Supposons que nos deux jumeaux sont ensemble. Ils s'éloignent. Ils partent tous les deux, font tous les deux demi-tours et reviennent. Et là, dans le référentiel inertiel, les deux subissent le même rajeunissement, ils ont le même âge. Il n'y a pas de différence. Considérons une situation un peu différente. En fait, on prend la moitié de cette explication, de cette situation. On considère Albert et Bernard qui sont très éloignés l'un de l'autre et qui ont le même âge. On peut imaginer, par exemple, que Bernard a voyagé tout doucement, lentement, de façon à ne pas subir d'effet relativiste. Ils s'est éloignés, ils ont gardé le même âge, ils sont très éloignés. Si maintenant, ils reviennent tous les deux à grande vitesse l'un vers l'autre, c'est totalement symétrique. Ils ont le même âge lorsqu'ils se rencontrent. Et c'est pas surprenant parce que c'est symétrique. Considérons maintenant que B a le même âge et il voyage à vitesse V. Alors on s'en fout du démarrage, on considère comme le début de l'expérience le moment où il est à vitesse V et se rapproche de A. À ce moment-là, on retombe sur le paradoxe classique, à savoir le voyage à grande vitesse du voyageur de jumeaux, même si on ne considère que la moitié du voyage. Il y a une dilatation du temps, et quand B arrive en A, il est plus jeune. Pourtant, il n'y a pas de demi-tour ici. Nous avons juste un voyage à vitesse constante. Pas d'accélération, etc. On pourrait, avec le raisonnement inverse, comme on l'avait fait, dans le cas classique, on pourrait retomber sur le paradoxe. Alors, quelle est la solution ici? Puisque il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas d'accélération à invoquer, de référentiel qui ne serait pas inertiel. Alors, on peut même l'examiner sur un cas réel, un vrai cas. C'est celui des muons atmosphériques. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans l'espace, il y a des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules extrêmement énergétiques, essentiellement des protons, qui sont émis par le Soleil ou par des étoiles,
qui se déplacent à très très grande vitesse, avec une très grande énergie, et qui viennent percuter l'atmosphère. Il est très rare, il est pratiquement impossible qu'un rayon cosmique atteigne le sol. Il heurte l'atmosphère et provoque, sous le choc, l'émission de tas de particules, appelées particules secondaires. Très énergétiques elles aussi. Dans ces particules secondaires, on a une grande abondance de muons. Alors qu'est-ce qu'un muon? Un muon, c'est une espèce d'électron lourd. Même propriété que l'électron, même charge, etc. Sauf qu'il est nettement plus lourd. Il a aussi une durée de vie très courte. Très rapidement, il se désintègre et redonne un électron plus léger et divers rayonnements qui emportent l'excès d'énergie. Au sol, on place des détecteurs. On en place réellement. On place des détecteurs pour détecter les rayons cosmiques, c'est-à-dire en fait ces muons atmosphériques et autres particules. Et on détecte les muons qui arrivent ainsi au sol. Mais il y a un problème, parce que ces muons ont une très courte durée de vie. Même la durée de vie qu'on peut mesurer en laboratoire, par exemple, hein, c'est assez facile. Les muons sont des particules relativement faciles à produire avec des accélérateurs de particules. Ils ont une durée de vie particulièrement courte. Et même à 300 000 km par seconde, ils ne devraient pas avoir le temps d'atteindre le sol. Ils devraient se désintégrer bien avant. Et donc on ne devrait jamais observer de muons au niveau du sol. Et pourtant, on en observe beaucoup. La raison en est que, comme ils sont très énergétiques, se déplacent à très grande vitesse, une vitesse proche de la vitesse de la lumière, ils subissent une dilatation du temps, ce qui allonge d'autant leur durée de vie et leur permet ainsi d'atteindre le sol où on les détecte. C'est donc un effet concret du paradoxe des jumeaux. Un effet concret, réel, mesuré tous les jours dans les détecteurs de rayons cosmiques. On observe ça aussi dans les grands accélérateurs de particules. Les grands accélérateurs de particules créent des tas de particules exotiques, très lourdes, avec des durées de vie extrêmement courtes, encore plus courtes que le muon. Ça passe dans des détecteurs qui détectent les traces des particules. Certaines de ces particules ont une durée de vie si courte qu'on ne devrait même pas les voir dans le détecteur. La trace qu'ils devraient laisser devrait être nulle, trop petite pour être mesurée. Pourtant, on les voit, parce qu'ils subissent une dilatation du temps et laissent une petite trace avant de se désintégrer. D'autres ont encore une vie plus courte, et même avec la dilatation du temps, on n'arrive pas à les observer. Mais, pour tout un tas de particules, cette dilatation du temps, parfois, elle est bien pratique. Elle permet d'observer les traces des particules ou les muons des rayons cosmiques. Et on se retrouve, en fait, exactement dans la situation qu'on vient de décrire. On a un muon qui voyage avec une vitesse V pratiquement constante. Il voyage si vite qu'il n'a pas tellement le temps de subir l'effet de la gravité. Hein. Donc, une vitesse quasiment constante, pas d'accélération, pas de demi-tour. Et donc, le même problème. Du point de vue du muon, si on se mettait à la place du muon, pour lui, c'est nous qui subissons la dilatation du temps. Il voit le sol se rapprocher à grande vitesse, et les horloges au sol subir une dilatation du temps. Ce qui retombe quand même au paradoxe classique. Où est le problème? Le problème, c'est qu'on ne compare pas la même chose. On compare, en fait, des pommes et des carottes. Parce que le temps que nous mesurons, nous, pour la durée de vie des muons, c'est le temps écoulé entre son point de départ, sa création, et sa désintégration. Pour le muon qui vient de l'atmosphère, c'est le point où il a été créé dans la haute atmosphère, et le point au sol. Ce sont deux points différents. Tandis que pour le muon, qui constate sa propre durée de vie, elle se produit là où il est, en un seul point de son préférentiel, en 0,0, hein, aux coordonnées 0 de son référentiel, en un seul point. Or, on sait bien que dans les transformations de Lorentz,
les effets sur le temps dépendent aussi de la position. Encore cette histoire de désynchronisation. Ça dépend aussi de la position, d'où la différence. Les deux comparaisons ne sont pas les mêmes. Si du point de vue du muon, il mesurait notre temps de durée de vie, notre temps, alors, pour lui, ce serait aussi deux points différents. Quand il est dans la haute atmosphère, on serait loin, et puis quand il arrive au sol, nous sommes proches. Et donc, deux points différents, on se repère aussi. Là aussi, il doit constater une différence. Et c'est vrai, deux points différents, ok. Mais c'est pas pris en compte dans notre réflexion, dans la mesure. On n'est pas, nous, créés en même temps que le muon, on existe bien avant. Et nous n'avons pas une durée de vie aussi courte, encore heureux. Et ces données-là, ces mesures de notre durée de vie, entre guillemets, entre cette création par rapport à la haute atmosphère et le moment de l'impact au sol, on ne la mesure pas. On n'a rien dans le muon qui permette de dire, tiens, qu'est-ce qu'il a constaté, lui, vis-à-vis de nous. Donc la symétrie, elle vient du fait qu'on considère qu'une partie du problème, une partie des résultats. On considère la durée de vie du muon de notre point de vue et du point de vue du muon. La vie du muon. Toute la symétrie. Du point de vue du muon, il y a aussi un tel décalage, un tel changement, mais comme nous vivons depuis longtemps, ce qui change, c'est l'instant initial, c'est le fameux décalage des horloges avec la position. On ne mesure pas ce temps-là. On ne mesure pas le temps indiqué par notre horloge au moment où le muon est créé, dans la haute atmosphère, par rapport au muon du point de vue du muon. Ce ne serait pas facile d'ailleurs comme expérience à mener. Il faudrait mettre une vraie horloge avec le muon pour pouvoir faire cette mesure. Et donc, voilà d'où vient la symétrie. Tout simplement. Parce qu'il faut bien prendre garde à ce qu'on mesure réellement. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit, il faut toujours bien identifier les différents événements. Ici, création du muon, des intégrations du muon, la mesure X, Y, Z. C'est important. Alors tout ça, donc nous arrivons ici au bout de notre paradoxe des jumeaux, tout ça montre bien qu'il y a pas mal de difficultés dans le raisonnement, c'est pas ça, c'est simple que ça, et ça explique aussi la perplexité des amateurs, qui ne sont pas super calés en relativité, qui n'ont pas eu peut-être un cours comme celui que vous avez ici maintenant, et ils sont face à un problème, paradoxe des jumeaux, qui, de manière superficielle, si on ne considère que la dilatation du temps, qui est assez facile à expliquer, ça bouge, ça va plus lentement. Entre guillemets, ça bouge, leur horloge va plus lentement. Et donc, superficiellement, ça semble simple. Et on trouve un paradoxe et on a du mal à comprendre. Et on trouve des variantes où les explications de l'un ne sont pas les explications de l'autre cas. Donc, tout ce qui semblait si élémentaire, en fait, c'est loin d'être aussi simple que ça. Parce que ça fait intervenir un peu tous les aspects de la relativité. Et de manière un petit peu parfois piégeuse. Voilà, pour nos jumeaux. Qui se sont retrouvés, qui vont vivre heureux. Voilà. Donc, maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un autre paradoxe, assez connu aussi, bien que nettement moins discuté, et qui pourtant est fort intéressant. Il est assez, je le trouve un peu assez spectaculaire. C'est le paradoxe du train et du tunnel. En anglais, on l'appelle parfois Barn-Paul paradoxe. Je vous remercie.